Bonjour à tous. N'ayant pas de capacité innée hors du commun, j'ai toujours cherché comment être plus productif et performant à la fois dans mes capacités sportives, mais aussi sur un plan plus général concernant mes activités du quotidien. Partant de là, je me suis intéressé au mode de vie auquel s'assujettissent ceux qui performent le plus et quels sont les leviers les plus efficaces pour arriver à nos fins. Être performant signifie exploiter le plein potentiel de ses aptitudes innées et acquises. Si l'on parvient à ce niveau d'excellence, il n'est malheureusement pas permanent. Pire encore, le temps qui passe étiole année après année nos performances générales. Le vieillissement, et donc son ralentissement, est au cœur des préoccupations de ceux qui veulent performer longtemps. En faisant des recherches, j'ai découvert des choses surprenantes sur des liens entre le vieillissement et nos consommations de viande. J'évoque ici maladroitement la viande, mais le sujet touche plus largement les protéines. C'est de ces découvertes dont je vais vous faire part dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout car je vais certainement vous présenter un rôle assez nouveau des protéines. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des astuces pratiques qui pourraient bien changer la façon dont vous allez vieillir. Si le sujet vous plaît, et parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton j'aime afin que je puisse vous proposer à l'avenir davantage de contenu pratique sur les techniques qui vous permettront de mieux performer au quotidien et ce, le plus longtemps possible. Avant d'aborder directement le lien entre protéines et vieillissement, je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur les principaux mythes qui entourent l'alimentation et la longévité. Par exemple, malgré qu'il soit assez commun de l'entendre, la science a-t-elle pour autant confirmé un lien de cause à effet entre la restriction calorique et une plus grande espérance de vie ? Eh bien, pas tout à fait. S'il semble avoir une corrélation entre une certaine frugalité et une meilleure longévité, il faudrait ne pas se fourvoyer avec des conclusions trop hâtives. Tout d'abord, qu'entendons-nous par restriction calorique ? Parle-t-on de 100 ou de 1000 calories par jour ? Sur quel profil s'appliquent ces diminutions ? Sur des personnes en surplus calorique, en calories de maintenance ou déjà en déficit calorique ? Si toutes ces questions méritent des éclaircissements pour ne pas tomber dans l'idéologie du moins systématique, la science semble s'accorder sur le fait qu'un certain déficit calorique maintenu sur une certaine durée pourrait améliorer positivement la santé cardiovasculaire et donc majorer son espérance de vie. Pourtant, lorsque l'on parcourt plus largement la littérature scientifique, rien n'indique que la frugalité ne garantisse une plus grande espérance de vie. En revanche, l'impact des habitudes alimentaires reste significatif. Il s'agit donc là d'une piste intéressante, mais à mon sens manquant de précision en raison de son caractère bien trop généraliste. J'avais donc déjà quelques données avec l'aspect quantitatif de notre alimentation, il me fallait maintenant regarder du côté qualitatif. J'entends souvent que les végétariens ont une meilleure santé et vivent plus longtemps. Est-ce donc un mythe ou cela peut-il être confirmé par la science ? Dans une étude de 2013, les chercheurs ont constaté que comparé à celui des non-végétariens, le risque de mortalité chez les végétariens diminue de 12% durant une période donnée de 6 ans. Les régimes végétariens sont associés à une mortalité toutes causes confondues plus faible et à une certaine réduction de la mortalité par cause spécifique, les résultats étant plus significatifs chez les hommes par rapport aux femmes. Mais si nous n'y prenons pas garde, une conclusion radicale pourrait ressortir de tout cela, celle qui nous pousserait à penser que la consommation de viande entrave notre espérance de vie. Je vais à présent tenter de faire la démonstration si cette hypothèse tient la route. Un des gros avantages de la viande, c'est qu'elle renferme une grande quantité de protéines de haute qualité. Les protéines sont des nutriments essentiels à notre organisme. En tant que telles, la structure des protéines est composée d'un ensemble d'acides aminés. Certains de ces acides aminés sont essentiels et ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme. Il va donc falloir se les procurer par notre alimentation. Parmi ces acides aminés essentiels, un a particulièrement retenu mon attention et je vais vous montrer pourquoi il pourrait bien expliquer la corrélation entre la consommation de protéines et l'espérance de vie. Cet acide aminé, c'est la méthionine. Notre organisme passe son temps à maintenir un équilibre entre la dégénérescence et le renouvellement. Des cellules sont détruites et d'autres sont créées. Lors du développement et la régénération des tissus, des cellules immatures vont se transformer en cellules spécialisées, comme par exemple une cellule musculaire. Afin que cette cellule souche devienne une cellule musculaire, certains gènes spécifiques aux muscles doivent être activés, tandis que d'autres, non nécessaires pour cette fonction, doivent être réprimés. Ce processus, activant ou désactivant des gènes spécifiques, s'appelle la méthylation de l'ADN. Si la méthylation intervient dans la construction des cellules, elle joue également un rôle prépondérant dans leur destruction
en éliminant les cellules endommagées ou cancéreuses. Par exemple, les gènes qui contrôlent l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée d'une cellule, peuvent être méthylés ou déméthylés pour initier ou empêcher la destruction d'une cellule. Une méthylation anormale peut entraîner l'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, ce qui peut empêcher l'apoptose et contribuer ainsi à la formation de cancer. Avec l'âge, des modifications dans les schémas de méthylation de l'ADN se produisent, ce qui peut perturber l'expression génique et contribuer au vieillissement cellulaire. Cette méthylation aberrante peut altérer les processus de réparation cellulaire et augmenter la susceptibilité des cellules aux dommages, ce qui peut accélérer leur destruction. Est-ce que ça va? Vous suivez toujours? Bien. Et les protéines? Et la méthionine dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, nous y voilà. La méthionine intervient directement dans la biosynthèse des protéines et, de ce fait, est à la base même de toute structure protéique initiée via un processus de méthylation. Pour le dire autrement, l'une des fonctions principales de la méthionine est d'initier la méthylation en tant que donneur de méthyle, accélérant ou stabilisant les réactions chimiques du corps. La capacité des gènes à s'exprimer ou non en fonction du mode de vie dépendra donc entièrement de la méthylation. Nous avons donc besoin d'avoir un apport suffisant de méthionine dans notre alimentation afin d'initier nos processus de méthylation. Mais où en trouver et quels sont les apports journaliers recommandés? C'est dans les protéines d'origine animale que la concentration de méthionine est la plus élevée. Les blancs d'œufs renferment à eux seuls 3200 mg de méthionine pour 100 g. Pour ceux qui se supplémentent en protéines, comme la whey par exemple, retenez que 30 g de cette dernière va vous apporter environ 420 mg de méthionine. Pour couvrir les besoins journaliers, on recommande un apport en méthionine équivalent à une fourchette située entre 20 et 40 mg par kilo de poids de corps. Pour ma part, mon poids de corps oscille entre 92 et 95 kg. Mon apport maximal journalier recommandé en méthionine serait donc de 3800 mg environ, soit l'équivalent de 4 œufs. Et c'est exactement la quantité d'œufs que je prends chaque matin rien qu'à mon petit déjeuner. Le problème est que j'ai un besoin journalier en protéines de 170 g, soit 1,8 g par kilo de poids de corps, et que mes 4 œufs ne couvrent ces besoins qu'à la hauteur de 24 g de protéines seulement. Avec le reste de mes prises journalières totales en protéines, mon quota recommandé en méthionine a littéralement explosé. On peut alors s'interroger sur les effets potentiellement délétères d'une alimentation aussi distributrice de méthionine. Je rappelle que dans le cadre de cette vidéo, nous parlons de performance et dans cette perspective, nous avons donc tout intérêt à limiter au maximum les effets du vieillissement, celui-ci étant un des principaux facteurs limitants de la performance. Dans nos sociétés, nous venons de voir que les apports quotidiens permettent largement de couvrir les besoins en méthionine. Mais qu'en est-il pour les personnes amenées à consommer des protéines animales à chaque repas? Dans le cas d'une personne consommant 3 œufs le matin, puis une portion de viande le midi et une portion de poisson le soir, nous arrivons à un total estimé de 5200 mg de méthionine par jour, ce qui correspond au taux maximum conseillé pour une personne de 130 kg. Il s'agit là d'une consommation courante chez la plupart des sportifs, voire minimale, et particulièrement chez les adeptes des sports de force. Pour estimer le rapport bénéfice-risque d'une prise aussi majorée de méthionine, je vais pour cela vous expliquer son cheminement métabolique. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails inutiles, et pour faire simple, retenez simplement que pour que la méthylation soit enclenchée, la méthionine doit se combiner à une molécule d'ATP afin qu'elle ait une forme métaboliquement active. Cette nouvelle forme s'appelle la S-adénosylméthionine, ou la SAM. Avec la méthylation, cette dernière libère sa molécule d'ATP et se transforme ensuite en S-adénosyl-homocystéine, ou si vous préférez en SAH, qui donnera lieu à un produit issu de cette métabolisation que l'on appelle l'homocystéine. Et c'est là que les problèmes commencent. L'organisme a recours à des stratégies relativement efficaces permettant de garder les taux d'homocystéine à un niveau convenable grâce à 3 voies métaboliques possibles. L'une consiste à convertir l'homocystéine tenez-vous bien, en méthionine, et c'est ce que l'on appelle la transméthylation. Une autre voie possible consiste à convertir l'homocystéine en cystéine. Et enfin, une troisième voie consiste simplement à limiter les niveaux d'homocystéine. Pour ce faire, l'organisme devra avoir à sa disposition plusieurs nutriments en suffisance qui devront être apportés par l'alimentation. Tout d'abord de la vitamine B9. Parmi les aliments les plus riches en vitamine B9, nous retrouvons les foies d'animaux comme celui de l'agneau, du veau, de la volaille.
les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le cresson, la mâche, la salade, etc. Les légumineuses, les pois chiches, les petits pois, les lentilles. Et enfin les fruits secs à coque comme les amandes, les noix ou les noisettes. Indispensable au recyclage de l'homocystéine, il va falloir également suffisamment de vitamine B12 que l'on retrouve dans les produits animaliers. Je précise que pour les personnes ne consommant pas suffisamment d'aliments animaliers, il est impératif de supplémenter car une carence en vitamine B12 peut entraîner une augmentation du taux d'homocystéine et nous verrons ensuite que ce n'est pas anodin. Et enfin, la nécessité d'avoir suffisamment de vitamine B2. Bien que la vitamine B2, présente également dans les produits animaliers, ne soit pas nécessaire au processus de recyclage, elle peut avoir des effets de limitation sur l'homocystéine. Pour résumer, l'organisme traite l'excès d'homocystéine en la convertissant soit en méthionine, soit en cystéine, avec l'aide de vitamines B6, B12 et B9. Une perturbation de ces voies de recyclage peut entraîner une accumulation d'homocystéine, augmentant ainsi des risques majeurs sur la santé. Et pourquoi un taux en homocystéine élevé est problématique? L'homocystéine est très réactive dans le corps, ce qui la rend potentiellement néfaste en grande quantité. Un taux élevé d'homocystéine a d'ailleurs été lié à plusieurs maladies chroniques, comme par exemple les maladies cardiaques, même s'il n'existe actuellement pas de preuve concrète qu'un taux élevé d'homocystéine peut de lui-même être la cause de maladies cardiaques. On sait par ailleurs qu'un taux anormalement élevé d'homocystéine est considéré comme un facteur favorisant les maladies neurodégénératives. Les chercheurs ont constaté qu'un taux modérément élevé d'homocystéine peut être responsable d'un effet toxique sur les neurones de l'hippocampe par l'activation des récepteurs NMDA. Si l'on regarde par le prisme du vieillissement, des niveaux élevés d'homocystéine sont des marqueurs prédictifs de l'accélération du vieillissement. Rappelez-vous que la méthionine va se combiner à de l'ATP et formera le SAM, qui va donner un groupe méthyle pour lancer la méthylation de l'ADN. Après s'être séparé de son groupe méthyle, le SAM sera converti en SAH afin d'inhiber la méthylation et sera ensuite hydrolysé pour produire de l'homocystéine et de l'adénosine. L'homocystéine pouvant être ensuite soit reconvertie en méthionine, soit dégradée en cystéine. Une consommation élevée en protéines va donc engendrer un surplus de méthionine qui nous expose à un risque d'hyperméthylation malgré les mécanismes régulateurs de l'organisme. L'hyperméthylation est un phénomène qui peut perturber l'expression des gènes et contribuer à divers processus pathologiques liés au vieillissement, tels que le cancer, les maladies neurodégénératives et d'autres troubles chroniques. En somme, plus nous consommons de méthionine, plus nous avons besoin de nutriments pour tamponner les excès de SAM. Si les nutriments tampons de l'homocystéine venaient à manquer, l'intégralité du cycle s'en trouverait perturbée et potentialiserait une augmentation de l'homocystéine et donc tous les effets délétères qu'elle pourrait engendrer. Alors que faire, me diriez-vous? Limiter sa consommation de protéines? Eh bien, ce n'est pas certain que nous y gagnions au change et c'est d'autant plus vrai que les années passent. Un déficit en protéines va avoir un impact majeur sur la composition corporelle et notamment sur la qualité et la quantité musculaire, qui est, nous le savons aujourd'hui, un vrai marqueur de longévité. Je vais vous proposer une autre approche, celle de vous supplémenter en glycine. Les diètes habituelles de nos contemporains sont souvent déficitaires en deux nutriments essentiels pour venir tamponner les excès de SAM. Il y a bien sûr un manque de folate, dont les apports journaliers recommandés vont de 300 à 400 microgrammes, mais il manque aussi et surtout de la glycine. Cela tient par nos habitudes alimentaires modernes qui se sont massivement détournées de consommer des parties animales gustativement et représentativement peu encourageantes. La glycine est pourtant primordiale car elle va à la fois tamponner l'excès de méthionine, mais aussi transformer l'excès d'homocystéine en glutathion, qui est un antioxydant puissant nécessaire face aux attaques radicalaires. Donc, plus nous consommons de la viande, et surtout de la viande maigre, plus nous devons tamponner les surplus de méthionine, ce qui fait que nos besoins en glycine augmentent. Or, la glycine se trouvant essentiellement sous forme de collagène dans la peau et les os, qui à contrario de nos ancêtres du paléolithique ne sont plus tellement consommés de nos jours, les carences en glycine sont extrêmement courantes. La glycine n'est pas un acide aminé essentiel. Cela signifie qu'il ne nous est pas nécessaire de nous en procurer via notre régime alimentaire pour survivre. On trouve de la glycine en grande quantité dans la peau, les tissus conjonctifs, les ligaments, les tendons, le cartilage et les os. Le corps peut d'ailleurs en produire lui-même à partir de l'acide aminé sérine. C'est pourquoi la glycine n'est pas considérée comme un acide aminé essentiel. Cependant,
Les données suggèrent que la glycine synthétisée à partir de la sérine n'est pas en mesure de satisfaire entièrement les besoins du corps. C'est pourquoi nous pouvons avoir besoin d'en consommer grâce aux aliments. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la glycine car c'est un acide aminé qui occupe une place particulière pour la santé, la performance et le ralentissement du vieillissement. Ce serait d'ailleurs une bonne occasion d'y consacrer une vidéo entière. Allez, parfait, le rendez-vous est pris, donc abonnez-vous si le sujet vous intéresse. Dans cette vidéo, j'ai voulu partager avec vous comment la consommation de protéines pouvait avoir un effet amplificateur au vieillissement et à ses épiphénomènes pathologiques. Mon intention n'était nullement de mettre à l'index les protéines apportées par l'alimentation, bien au contraire, car je suis plutôt dans l'équipe de ceux qui constatent que beaucoup sont en déficit d'apport de protéines, et c'est encore plus vrai chez nos seniors. Pour autant, prendre une quantité suffisante de protéines n'est pas sans conséquence, et nous voyons qu'il existe pourtant des solutions efficaces et abordables pour en contrecarrer les effets délétères tout en conservant leurs bénéfices. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre vie quotidienne pour améliorer vos performances et maintenir une vie pleine de potentiel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.